Ok, bonjour. Alors oui, je change un peu de sujet. Voilà. Et donc, je vais vous parler de travaux qu'on fait dans un labo de recherche ici qui s'appelle Planter Système de culture horticole pour essayer de réfléchir plus à l'échelle de la parcelle, mais à l'échelle du paysage et d'essayer de voir est-ce qu'il y a des types d'organisation de paysages qui permettraient de réduire la pression des bioagresseurs et d'augmenter le contrôle par des auxiliaires. Et donc, on travaille dans un endroit qui s'appelle le site atelier Basse-Vallée de la Durance. Donc, vous voyez, Avignon, c'est là. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Il y a les Alpilles, par exemple. Et on travaille, enfin, pas par exemple, ouais. Et on travaille donc chez des producteurs qui sont répartis un peu dans cette zone. Voilà. Et que je remercie. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Je suis désolée, je ne les connais pas tous. Mais alors, il faut que je pointe vers où? Voilà. Pardon. Je suis pire que tout. Ah, c'est le petit. Non, le petit n'avance pas. Le grand n'avance pas. Faut que je pointe où? Faut que je pointe là-haut? Je vous assure, je pointe. Ah, ça y est. Alors, quand on parle de paysage, donc j'ai mis 3-4 diapos au début pour vous expliquer un peu comment on réfléchit sur les paysages. Donc, quand on parle de paysage, il y a un peu deux aspects. Bon, donc ça, on peut imaginer que c'est un paysage simple, ça c'est un paysage complexe. Et donc, on peut se poser la question de quelles sont les espèces qui sont cultivées sur le paysage, quels sont les éléments non cultivés sur le paysage, quels autres éléments on a, et puis quelles sont les pratiques sur le paysage. Par exemple, quelle est la proportion de bio, la proportion de vergers avec des filets ou comme ça. Et puis, il y a des questions qu'on dit de configuration, c'est-à-dire on se pose des questions de taille de parcelle, de comment les différentes cultures sont agencées entre elles, est-ce que le bio est groupé, enfin voilà, c'est deux façons de... Enfin, c'est deux aspects de la description du paysage. Alors, comment ça peut jouer ça sur les ravageurs? Alors, il y a quelque chose qui est assez bien montré, enfin dans la littérature scientifique en tout cas, c'est que quand les ravageurs ont beaucoup de ressources, donc si je prends le Carpocaps qui est spécialiste du pommier, s'il y a beaucoup de pommiers, ben, vous aurez une population de Carpocaps qui va être plus grande dans le paysage. Et ça, ce que ça change, c'est que si jamais il y a une parcelle où on a réussi un peu à éliminer le Carpocaps, il recolonisera plus facilement la parcelle. S'il y a un aléa climatique dans une zone ou sur certaines parcelles, ben, il y a une population régionale de ravageurs un peu qui peut revenir. Et puis, sur les capacités de résistance aux pesticides, par exemple, ou à d'autres pratiques, plus la population est grande, plus vous avez une chance que la résistance émerge. Voilà. Donc, et l'autre chose qui ont été montrées, mais alors c'est plus vrai en culture annuelle, mais je vais vous montrer que c'est un peu vrai aussi en culture pérenne, c'est qu'il y a des processus, par exemple sur le colza, c'est plus simple pour moi de l'expliquer comme ça. Si une année il y a beaucoup de colza, et puis que l'année d'après il y a moins de colza dans le paysage, ben, comme vous avez eu pas mal de colza l'année précédente, ils vont tous se concentrer sur les quelques parcelles qu'il y a. Et donc il y a des effets de concentration, dilution comme ça de ravageurs. Bon, ce que ça dit, ça, c'est que, en gros, l'idée générale, c'est que si les cultures sont diversifiées sur le paysage, il risque d'y avoir moins de problèmes de ravageurs. Et l'autre chose, c'est que bon, la taille des blocs ou des parcelles joue aussi, notamment pour les ravageurs qui ne se déplacent pas beaucoup, parce que le temps qu'ils mettent à recoloniser la parcelle, on protège plus ou moins certaines zones quoi, de la parcelle. Alors, je ne vais vraiment pas y arriver. Alors, après, sur la prédation, comment ça peut jouer? Bon, l'idée, c'est de conserver des prédateurs, hein, c'est-à-dire des auxiliaires des cultures, en fait, sur les paysages. Donc, comment on peut les conserver? Alors, je suis vraiment désolée. Voilà. Alors, il faut leur offrir une diversité de ressources. Donc, ça, c'est des ressources complémentaires, c'est-à-dire il faut qu'ils aient à manger, des endroits pour hiverner, etc. Donc, de la diversité. Et puis, il faut que chaque ressource soit en quantité suffisante. Donc, par exemple, si on met des bandes fleuries, il faut qu'il y en ait suffisamment pour avoir beaucoup d'auxiliaires. Et puis, il faut aussi qu'il y ait une continuité temporelle, qu'il n'y ait pas un moment où il y ait plein de fleurs et puis après, il n'y a plus rien, ils n'ont plus rien à manger. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on peut réfléchir. Donc ça veut dire qu'il faut aussi diversifier. Et puis après, le truc, c'est que, comme on en a discuté un peu ce matin, il ne suffit pas que les auxiliaires ils soient dans le paysage, il faut aussi qu'ils rentrent dans les parcelles. Et alors, comment on fait ça? Et qu'ils rentrent tôt en plus, parce que si les auxiliaires sont là tôt dans la parcelle, ils attrapent les ravageurs avant que les populations soient un peu importantes, et donc c'est là que c'est le plus efficace. Et donc ça, ce
qui a été montré un peu, c'est qu'en gros, oups, pardon. En gros, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des éléments semi-naturels à proximité des parcelles et aussi que les parcelles soient petites parce que comme ça, les éléments semi-naturels sont plus proches de l'ensemble de la parcelle. Donc, voilà. Alors, juste, j'avais une diapo là pour vous montrer, bon, c'est des résultats de la littérature scientifique. Là, la première, il y avait 654 parcelles qui ont été étudiées et ils ont montré que dans les paysages plus simples, donc j'ai vraiment du mal sans pointeur, je suis désolée pour ranger parce que je monte sur la diapo, mais dans les paysages plus simples, en fait, vous aviez plus de diversité d'auxiliaires et que du coup, il y avait plus de contrôle des ravageurs et une production plus élevée. Voilà, c'était une synthèse de la littérature. Mais excusez-moi, c'est vraiment un gag. Mais les résultats, il y a des fortes variabilités quand même selon les situations. Et donc, par exemple, là, c'est une autre étude générale sur un grand nombre d'études où, quand vous êtes à gauche, c'est que dans les paysages plus complexes, les choses là sont plus élevées, et quand on est à droite, sont moins élevées, et là, c'est plus élevé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'abondance des auxiliaires, la diversité des auxiliaires, les taux de prédation et tout, ils sont plus élevés dans les paysages plus complexes, et que les croissances de population sont plus faibles. Bon, par contre, sur les dégâts, ça croise le zéro, donc ça veut dire qu'en fait, ça ne changeait pas grand-chose aux dégâts là, dans ces études-là. Alors maintenant, ça bouge tout seul. Alors, donc, nous, on travaille en pommier. Donc, les ravageurs du pommier, les deux principaux auxquels on s'intéresse, c'est le puceron cendré et le carpocaps. Donc, pour le carpocaps, on mesure, comme mesure d'abondance un peu du ravageur, on a les piqûres de pommes en fin de G1, c'est ça dont je vais vous parler ici. Et sur les prédateurs, en fait, on va faire il y a plusieurs façons de mesurer la prédation. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'une fois qu'un ravageur est prédaté, il n'est plus là, donc vous ne pouvez pas vraiment mesurer la prédation. Donc, on fait des mesures d'abondance d'auxiliaires, par exemple. Mais ce dont je vais vous parler là aujourd'hui, c'est les proies sentinelles. Donc, c'est ce que Sylvain a montré ce matin, c'est-à-dire qu'on expose... Voilà. On expose des cartes comme ça, là, qui font à peu près 2 cm sur 1 cm, avec des œufs de carpocaps qu'on a stérilisés, ou avec des pucerons qu'on a collés, alors donc ils sont plus très vivaces quand même, et donc on les laisse en parcelle, pardon, on les laisse en parcelle et on revient au bout de quelques jours et on regarde la proportion qui s'est fait manger. Voilà, donc diapo suivante, je vois qu'elles avancent toutes seules en fait. Et donc en fait on a 2 dispositifs là sur ce site. Donc on a suivi pendant, là j'ai mis 2 ans, mais en fait on a suivi pendant 3 ans 15 paires, donc on travaille que en verger commercial. Hein. Donc on a travaillé sur 15 paires de vergers bio qui étaient avec et sans filet, donc pour voir tout ce que je vous ai dit là. Et puis le deuxième dispositif, donc on a suivi, là je vais vous montrer juste pour 5 ans, mais on les a suivis pendant 4 ans, mais on les a suivis plus longtemps. 20 vergers, en fait, dans cette zone où il y a des biodés conventionnels, enfin un peu de tout type de vergers. Et donc, dans ces vergers, on recueille les pratiques, par exemple la confusion, tous les traitements bio ou pas bio, et la présence de filets, l'enherbement, enfin tout un tas de pratiques. Et puis, on a aussi cartographié le paysage autour des parcelles. Donc, par exemple, le linéaire de haies, les types de cultures qui y sont, et la présence, par exemple, de filets. Alors, si je peux voir la suivante, merci. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que chaque année, 10 arbres par verger ont été suivis, et puis 80 à 100 fruits par verger, où on a fait des poses de cartes de prédation en avril et en mai, et des piqûres fin juin. Et puis, on essaie d'expliquer ce qu'on mesure là, c'est-à-dire soit les taux de prédation, soit les nombres de piqûres, par les pratiques locales mises en place par les agriculteurs et aussi par les variables du paysage. Alors là, je vais juste vous présenter sur le carpocaps les variables du paysage qu'on va regarder. C'est est-ce qu'on a beaucoup de pommiers ou poiriers dans le paysage pour en gros avoir une mesure de la diversité, est-ce que c'est des grandes zones de production, et puis la surface enfilée. 5 minutes, ok. Et pour la prédation, pourcentage pommier-poirier et la longueur de haies dans le paysage. Donc, si on peut avancer. Donc, le premier résultat, c'est sur l'effet des filets. Donc, ce qu'on trouve. Alors, ici, c'est la probabilité d'avoir des pommes piquées.
en fonction, ici pour les parcelles qui n'ont pas de filets, ici pour les parcelles qui ont des filets, et en fonction de la quantité de filets dans le paysage. Là, ça varie de 0 à 70% en gros, ici. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que si vous regardez en moyenne, les parcelles là où il y a des filets, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de carpeaux, donc ça montre bien que les filets sont efficaces. En fait, il y a moins de piqûres. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans les parcelles où il n'y a pas de filets, ben, s'il y a plus de filets dans le paysage, il y a plus de piqûres. Donc, en gros, l'idée que ça donne là, c'est que les carpocaps, quand ils sont dans des endroits où il y a plein de filets, eh ben, ils vont se concentrer sur les parcelles où il n'y a pas de filets. Donc, en fait, on voit bien que c'est un mécanisme de concentration des populations à l'échelle du paysage. Non, alors, paysage, là, c'est monorang et monoparcelle, c'est les deux. Ouais, on a tout cartographié. Là, on n'a pas différencié. Par contre, entre ça et ça, là, c'est essentiellement du monorang. Ouais. Voilà, alors sur les taux de prédation, donc là, c'est pour vous donner une idée des taux de prédation. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des œufs de carpocaps, et puis là, il a été mangé. Et donc, en avril, on a à peu près 20%, en mai, on est autour de 40%. Donc, ça veut dire qu'au bout de 3 jours, il y a 40% des œufs qui sont mangés quand même. Si je peux passer à la suivante. Et sur les pucerons, on est autour de 40%, aussi bien en avril qu'en mai. En fait. Et là, c'est en 24 heures. Donc, on a quand même en 24 heures 40% des pucerons en moyenne qui sont mangés. Diapo suivante. Et alors là, donc, quand on a regardé le paysage sur le carpocaps, là, on n'a rien vu. On n'a pas vu d'effet du paysage sur la prédation. Et par contre, sur le puceron, on voit des effets assez nets. Je veux bien la diapo suivante aussi, du coup, s'il vous plaît. Voilà. Et en fait, on voit deux effets. D'abord, un truc important, c'est qu'on le voit qu'en avril et on ne voit rien en mai. C'est-à-dire, c'est la prédation précoce, en fait, sur laquelle on voit quelque chose. Et par contre, on ne voit plus rien derrière, sans doute parce que c'est brouillé par les pratiques qui sont passées. Enfin, c'est une option. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le taux de prédation, il diminue avec la surface de verger à pépins dans le paysage. Donc, plus on est en monoculture, en fait, moins on a de prédation des pucerons. Et par contre, le taux de prédation, il augmente quand il y a plus de haies dans le paysage. Voilà, alors vous voyez qu'il y a quand même de la variabilité, hein, ça n'explique pas tout, mais je crois que j'arrive au bout. Merci. Diapo suivante. Voilà, juste, je peux voir la diapo suivante encore. Donc ça, c'est juste pour vous dire qu'on a dans un réseau avec plein de cultures et plein de labos au niveau français, ce qu'on voit aussi, c'est que ça, c'est toujours un taux de prédation de pucerons, mais dans plein de cultures différentes. Hein. Et on voit que dans les parcelles où il y a un IFT fort, en fait, on ne voit pas d'effet du paysage. Mais dans les parcelles où l'IFT est plus faible, on voit un effet plus fort du paysage. Donc ça veut dire que sans doute, l'effet du paysage, il est plus fort dans les parcelles où il y a moins d'IFT. Je peux voir la suivante. Voilà, et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est quels sont les prédateurs, en fait. Alors là, c'est juste... on a fait des analyses du contenu stomacaux de carabes et d'araignées qui étaient au sol. Hein, donc, c'est juste une toute petite partie des prédateurs. Et donc, c'est des carabes ici et des araignées, des opilions qu'on a capturés pendant un jour dans des pots au sol. Et ça, en analyse de leur contenu stomacal, c'est quelle est la proportion des individus qui avaient du carpocaps. Et vous voyez, par exemple, que sur ces carabes-là, au mois d'août, 30% des individus avaient mangé du carpocaps. Et pareil, ici, les opilions, 20% en avaient mangé. Donc, en fait, on voit qu'il y a tout un tas d'insectes en fait, ou d'araignées au sol qui sont capables de manger le carpocaps au moment où il descend des arbres en fin de saison. Voilà, et donc pour conclure, donc voilà, j'espère que je vous ai un peu convaincu qu'il y avait des effets pas seulement de ce qui se passe au niveau de la parcelle, mais de ce qui se passe à l'échelle du paysage sur les dynamiques des ravageurs et sur la prédation. Voilà, nous on utilise des cartes de prédation pour mesurer un potentiel de prédation, mais c'est quand même une mesure qui a pas mal de biais, donc ce n'est pas forcément une mesure à appliquer sur le terrain comme ça. Voilà, mais pour comprendre le fonctionnement, c'est pas mal. Les types de paysages, en gros, pour augmenter la prédation, bon, bien sûr, réduire les IFT, on voit, bon, ça, j'en ai pas trop parlé, mais on voit que ça marche. Éviter les grandes surfaces homogènes en verger de pommiers, bon, c'est facile à dire, hein, je suis consciente. Hein. Et favoriser les haies et les autres interfaces entre les vergers et les éléments semi-naturels. Quoi. Et puis l'influence du contexte actuel, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, d'après ce qu'on a vu un peu, que si on avait une diversification et une réduction un peu des phytos, peut-être que les effets paysagers seraient plus forts et qu'on pourrait mieux les valoriser. Voilà, merci. Et désolée si j'ai dépassé. Oups. Merci Claire.
Alors, on prendra les questions. On n'a pas besoin des références, hein, c'était juste si le diaporama était mis... Voilà, merci. Était mis en ligne pour ceux que ça intéresse. Ouais. On prendra les questions Ah oui, à pardon, la fin. après, je suis désolée. Mais, gardez vos questions pour tout à l'heure. On va donc accueillir la deuxième oratrice, Hélène Brive, qui est sociologue. Donc il faut diriger. Alors, normalement, oui. Bonjour. Donc, moi, mon domaine de spécialité, c'est les sciences sociales, ce qui va vous expliquer que je vais vous faire une présentation. Ma présentation, elle va vous décaler encore un petit peu plus avec un regard un peu différent. Je vais vous proposer un pas de côté sur des systèmes que vous connaissez mieux que moi. Mais ce que je vais vous présenter, c'est un résultat d'un projet, un projet de recherche et d'action qui s'appelle Bicréative, dont l'objectif du projet, c'est d'imaginer et d'aller vers des territoires zéro phyto avec les acteurs de ces territoires. Donc, en mobilisant une méthode, enfin un premier pas de méthode qui est le diagnostic sociotechnique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire donc d'avoir une entrée à l'échelle d'un territoire avec une attention portée aux acteurs. On s'intéresse d'abord aux acteurs de ces territoires et aux acteurs qui sont concernés, et on imagine qu'ils le sont tous, par la question des produits phyto. Et pour analyser avec eux et voir avec eux comment lever les verrous par rapport à ces usages des phytos. Et l'idée de sociotechnique, ça veut dire aussi qu'on fait l'hypothèse, enfin c'est plus qu'une hypothèse, on sait que les verrous par rapport à l'usage des phytos, ils dépassent les enjeux à l'échelle des exploitations, à l'échelle des vergers et ils dépassent aussi les enjeux techniques. Ils sont d'autre nature. Alors, je tente, oui, ça a l'air de marcher. Donc, l'étude que je vais vous présenter, là, c'est un cas d'étude, un tout petit cas d'étude. Le projet Bicréative, il est basé sur un certain nombre de territoires pilotes. Ici, c'est le Pilat, le massif du Pilat. Alors, le massif du Pilat, c'est une bordure du massif central, quelque part entre Lyon et Saint-Étienne, si vous voulez, avec qui tombe dans la vallée du Rhône. Ce qu'on appelle l'étude dont je vais vous parler là, elle a été faite dans le Pilat rhodanien qui est ici entouré en rouge. Et les petites taches rouges orangées sur cette carte-là représentent les exploitations en arboriculture. La zone du Pilat, c'est des paysages extrêmement diversifiés et une agriculture très diversifiée. Donc, dans le Pilat rhodanien, on a de l'arboriculture, mais on a aussi de la viticulture, par exemple, à peu près 500 hectares d'arbos et en particulier de la pomme. Alors, un acteur clé de la filière arboricole dans la région du Pilat, ou en tout cas dans le Pilat rhodanien, c'est une COP, une coopérative de producteurs qui regroupe 11 arboriculteurs spécialisés et qui s'est organisée pour être en mesure de répondre aux demandes des moyennes et grandes surfaces. Comment elle s'est organisée en fait? Donc elle a ces arboriculteurs, ils sont assez géographiquement proches les uns des autres, hein. Donc dans des vergers, ils ont des vergers plutôt monospécifiques avec des choix de variétés, celles qui se vendent le mieux sur les marchés, les variétés les plus connues, mais qui sont aussi, vous le savez mieux que moi, sensibles à un certain nombre de maladies. Ils ont fait, ces arboriculteurs, ils se retrouvent aussi
autour d'une mission on l'a entendu dans la salle tout à l'heure, de nourrir les gens, en produisant des fruits en grande quantité pour le plus grand nombre. Et pour cela, ils ont collectivement fait des investissements des investissements très importants, même en investissant dans des frigos de stockage, dans une calibreuse, dont vous voyez la photo ici, dans les compétences d'un directeur commercial qui a une expérience sur le marché de gros. Et tout ça fait que ça leur donne une capacité à répondre aux appels d'offres, d'être très réactifs pour répondre aux appels d'offres de la grande distribution. Grande distribution qui, évidemment, via des cahiers des charges définis autour d'un standard de label pomme, évidemment qu'on connaît tous, des cahiers des charges aussi qui ont tendance à être toujours plus 10 ans, on va dire, qui fixent aussi des prix qui laissent relativement peu de marge à ces producteurs et qui demandent des volumes importants toute l'année. Je reviens sur cette belle pomme, ce standard qui finalement devient aussi la norme de ce que c'est qu'une pomme, finalement, ce que c'est qu'une belle pomme pour un consommateur. Et je reviens aussi sur cette question des prix, parce que nos producteurs du Pilat, ça a été dit aussi, sur ces appels d'offres, ils sont en concurrence avec d'autres marchés qui sont fort concurrentiels. Voilà, donc là, ce que je décris là, c'est un système on voit qu'il a tout à fait sa cohérence et qui décrit ce qu'on appelle une situation de verrouillage socio-technique, c'est-à-dire que chaque élément du système marche avec l'autre, tout ça est en lien, et qu'on ne peut pas changer un élément du système sans penser les relations avec les autres éléments du système. Alors, quelque chose que j'aurais dû mettre sur ma diapo ici et que je n'ai pas mis, c'est que ce système, évidemment, il dépend des produits phytosanitaires. On ne peut pas produire ces belles pommes dans ce contexte-là sans produits phytosanitaires, c'est évident. Hein, donc l'usage des phytos fait complètement partie de cette question finalement verrouillée. Et donc nos producteurs, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'ils tentent ? Ils tentent des solutions de substitution aux phytos qui ont toujours une efficacité moindre, amoindrie, on va dire, qui fonctionne moins bien dans ce système-là que les phytosanitaires. Et le levier dans lequel ils mettent tout leur espoir, c'est le levier génétique des variétés résistantes, mais ils en voient déjà eux-mêmes les limites et ils en connaissent aussi les limites. Voilà. Donc vous voyez que dans un système comme ça, je voulais insister sur cette notion de verrouillage et qu'on ne peut pas prendre la question des phytos sans penser aux autres liens qui sont avec à tout l'ensemble du système en fait. Et on voit bien que la reconception du système, elle ne peut être que lourde économiquement, complexe techniquement, mais aussi difficile socialement. Oui, alors évidemment, du coup, nos producteurs, là, ils disent, nous, dans un système comme ça, on est dans une impasse technique. Ils expriment ça, cette idée d'impasse technique. Impasse technique, mais pas seulement, je vous dis. La reconception du système, elle est difficile économiquement, techniquement et aussi socialement. Et socialement aussi parce que
ces producteurs-là, ils se sont construits, et le système a construit avec eux une identité professionnelle d'arboriculteur autour de cette idée de nourrir le monde, aussi en s'appuyant sur certains éléments territoriaux. Il y a une confrérie de la pomme, il y a une fête de la pomme dans le Pilat. Territorialement, c'est aussi une identité professionnelle importante qui a aussi des difficultés parce que sur les 11 arboriculteurs, là, il y en a au moins 5 qui envisagent une retraite et qui ne voient pas bien qui va reprendre derrière eux. Des difficultés de transmission ils disent que leurs héritiers, si on peut dire, d'abord, c'est des exploitations grandes qui coûtent très cher, très difficiles à reprendre, et avec des jeunes générations qui disent qu'ils n'ont pas envie de travailler dans ces conditions, pas travailler autant, de ne pas travailler avec les mêmes produits et de ne pas non plus être des managers de saisonniers, ce qui est aussi une autre question difficile actuellement. Et ce verrouillage, je réinsiste sur cette question du socio-technique, de ne pas séparer les difficultés techniques des difficultés socio-économiques du système, parce que je ne vous ai pas parlé d'autres acteurs de l'arboriculture dans le Pilat. La coopérative, là, elle cultive à peu près, quasi la moitié des surfaces. L'autre moitié des surfaces, ce sont des arboriculteurs qui sont indépendants, qui sont en général moins spécialisés, presque toujours en bio, toujours en circuit court, et qui sont sans organisation collective, pas du tout. Et en fait, si vous voulez, c'est deux façons de faire le métier, deux visions complètement différentes de faire le métier et qui s'opposent et qui servent de modèle repoussoir, je dirais, l'une pour l'autre. Et ça renforce encore plus notre verrouillage. Parce que, du coup, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans une situation comme ça sur nous, dans notre projet? Alors, je ne vais pas vous décrire cette diapo puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je m'arrête. Mais en fait, l'idée, comment dire, les gens qui sont dans le projet, là, ils veulent travailler sur la lutte biologique. Ils se disent, on va travailler avec les acteurs sur la lutte biologique par conservation. Ça n'est pas parce que la lutte biologique par conservation va magiquement déverrouiller tout le système dont je vous ai présenté. C'est simplement parce que c'est un sujet sur lesquels, qui est entendable par la plupart des acteurs qui sont présents. C'est un sujet sur lequel les différentes catégories d'arboriculteurs peuvent accepter de travailler éventuellement ensemble. Et c'est un sujet aussi qui peut projeter demain vers de la reconception de vergers. Voilà. Je m'arrête là. Merci Hélène. On a une troisième oratrice et ensuite on prendra les questions. Donc Anaïg Blouin du CIRAD. Bonjour, donc moi je travaille pour le CIRAD. Donc le CIRAD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centre international de coopération en recherche agronomique pour le développement. Et donc je vais vous présenter une initiative qui s'appelle PRETAG. Donc PRETAG, c'est un acronyme pour réduction des pesticides dans l'agriculture tropicale. Alors quelques éléments de contexte, pourquoi cette initiative a été créée. Donc vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec les problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc on observe des enjeux de réduction qui sont les mêmes au nord comme au sud. La santé, l'environnement, bien sûr, des problèmes techniques aussi,
Donc ce qu'on observe, c'est un accroissement rapide des usages, donc en particulier dans les agricultures en voie d'intensification, des réglementations institutionnelles qui, contrairement à l'Europe, sont peu développées dans de nombreux pays et beaucoup de difficultés à les faire respecter. L'amont des filières, là aussi, qui n'est pas organisé. Peu d'appui à la fois technique, mais aussi politique. Et donc peu de formation de la part des étudiants pour un appui technique et sur la réglementation. Pardon. Donc, ce qu'on observe quand même, c'est que les acteurs de ces filières ont une prise en compte croissante des préoccupations environnementales et de la santé. Tout un ensemble d'initiatives autour de l'agroécologie également a été mis en place. Ça, on l'a vu dans le cadre de l'initiative, je vous présenterai après quelques résultats. Il y a un développement important des certifications aussi qui existent. Mais par contre, certaines certifications sont basées sur des indicateurs qui ne sont pas basés sur des données scientifiques. Donc ça, c'est dommage. Et l'évolution de la réglementation européenne, notamment les clauses miroirs dans le cadre de la stratégie Farm to Fork, sont aussi des facteurs incitatifs sur les cultures d'exportation. Donc Prétag, c'est un projet sur 2 ans. L'idée, c'était de constituer une communauté scientifique. Donc, dans Prétag, on a donc le CIRAD, bien sûr, mais aussi l'INRA, Supagro, voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais c'est une initiative qui est financée par Agropolis Fondation et Farm Fondation. Et l'idée, c'était d'avoir un diagnostic, faire un premier point sur les connaissances et les différents acteurs des filières étudiées, et enfin réfléchir à la faisabilité d'une initiative de plus grande envergure et la transposition de tout ce qu'on aura trouvé. Je ne vous ai pas non plus cité les 5 filières qui étaient étudiées. Donc c'est la banane, le café, le cacao, le riz et le maraîchage, mais le maraîchage en Afrique de l'Ouest. Donc l'initiative Prétag est structurée autour de 5 work packages. Le premier, c'est sur un work package plutôt justement de diagnostic et d'état des lieux sur l'usage des pesticides, donc sur les 5 filières que je viens de vous citer. Parce qu'en fait, autant ici, c'est quelque chose qui est très développé, mais dans les pays du Sud, on n'a pas forcément ces infos-là. Notamment sur certaines filières comme le maraîchage en Afrique de l'Ouest, forcément, c'est des petits producteurs, donc c'est compliqué à avoir comme info. Le deuxième work package, l'idée, c'était de pouvoir rechercher et de caractériser les différents leviers technico-agroécologiques pour pouvoir justement permettre la réduction des pesticides et intégrer également le facteur économique. Dans le WP3, l'idée, c'était plutôt d'avoir une caractérisation des leviers et des verrous, mais au niveau macro-institutionnel. Alors sur le Work Package 4, là, c'est plutôt une étude et une analyse des différents consortia qui peuvent exister justement par filière de la part des acteurs, la façon dont ils sont organisés et co-construire avec eux des scénarios de changement de pratique. Dans le WP5, donc là, l'idée, c'est d'analyser un peu tout ce qui s'est fait dans le Work Package précédent et de préparer un plaidoyer sur la réduction des pesticides. Et tout ça, parce que ça peut paraître très vision centrée pays du Nord, mais en fait, tout ça, on le fait avec un comité consultatif externe qui est constitué de personnes des différentes filières, mais qui sont au Sud. Donc les premiers résultats et les enseignements qu'on peut tirer à l'issue de cette première année, donc c'est que l'enjeu de réduction des pesticides, ce n'est pas un défi prioritaire pour les producteurs et les politiques publiques de certains pays du Sud. Donc en fait, il faut vraiment adapter le discours qui a tendance à être un discours zéro pesticide à plutôt celui de la régulation des usages, notamment par exemple avec ce qui se fait en Europe avec les clauses miroirs, mais aussi sur le bien-être des ouvriers et des populations, parce que dans les pays du Sud aussi, la pénibilité du travail, la disponibilité de la main-d'œuvre, c'est un problème. Ce qui est compliqué, ce que je vous disais, c'est qu'on a une difficulté d'accès aux données d'usage. Donc ça, c'est un défi méthodologique que l'on essaye d'aborder. Et enfin, les solutions agroécologiques ne sont pas toujours là, suivant les cultures.
Elles existent sur certaines filières, mais pas forcément sur d'autres. Donc là aussi, on a du travail à faire. Donc pour ce qui concerne les consortia multi-acteurs, il y a, suivant les filières, là aussi, des choses qui sont assez lentes. Il faut réussir à faire travailler tout le monde, du producteur jusqu'au distributeur. Voilà. Ce qu'on peut aussi observer, c'est qu'il y a une faible élasticité prix, en fait. Parce que du coup, on voit que dans certains pays, il y a des politiques de subvention, dans certains pays, il y a des taxations, et en fait, les producteurs ne réagissent très peu à ça, sauf pour la partie herbicide, parce que là, effectivement, il y a quand même un point particulier, c'est que souvent les herbicides sont remplacés par de la main-d'œuvre. Donc là, on retrouve la problématique de pénibilité et de coût du travail. On a un problème aussi de dispositif d'homologation. Donc, on a quelquefois des réglementations à deux niveaux, des réglementations régionales et des réglementations nationales qui parfois s'opposent. Ensuite, il y a un changement aussi de l'aspect approvisionnement des pesticides dans certains pays, avec des provenances de pesticides en provenance de Chine et d'Inde, et donc un problème de qualité aussi et de traçabilité de ces produits. Et enfin, donc ça c'est avec le WP5, on examine quand même les possibilités de financement, justement d'accompagnement de ces changements de pratiques. Donc je vais passer très rapidement parce que là je vais vous donner des résultats dans le détail de certains points que je vous ai déjà donnés, mais on va passer très rapidement. Donc le WP1, pour rappel, c'était un peu un état des lieux des usages qui sont faits sur ces 5 filières. Donc l'idée, c'était d'avoir des listes de produits utilisés, des pesticides utilisés, mais pouvoir également les caractériser sur le plan à la fois toxicité, à la fois santé et environnement, mais aussi sur la biodiversité. Donc avec les 4 indicateurs que vous voyez indiqués sur la diapo. Donc là, pareil, c'est pas pour que vous voyez tout, mais voilà, le travail a été fait sur les 5 filières. Ça a permis de caractériser certaines molécules, notamment, qui sont les plus préoccupantes. Donc, on voit que dans tout ce qui a été, caractérisé, en fait, plus de 50% des molécules qui sont utilisées sur les cultures n'ont pas d'usage autorisé en Europe. Et voilà. En fait, c'est tous ceux qui sont... alors, pas forcément en rouge, mais... alors, effectivement, vous pouvez sûrement pas lire, mais dans homologation UE, il y a oui, non. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Non. Alors, il y a la bifentrine, chlorothalonil, chlorpyrifos, ciproconazole... Ah, super. Ciproconazole, époxyconazole, fimpropimorphe, le glufosinate d'ammonium... l'imidaclopride, l'indoxacarbe, le mancozeb, le maneb, le propiconazole, le thiaméthoxam, le thiophanate méthyle et le triadiménol. Alors pour ce qui est du WP2, donc qui étaient des leviers techniques, donc bon, pour l'instant c'est encore en cours de travail. Et donc l'idée, comme je vous le disais, c'était aussi d'avoir de créer aussi une méthodologie d'analyse du coût-bénéfice de la transition agroécologique, notamment sur la banane, en cas d'étude en fait. Donc sur le WP3, donc là aussi je vous ai déjà un peu cité tout ce qui a été dit, donc je vais aller assez vite. Ce qui est important de voir, c'est effectivement la problématique macro-institutionnelle. Au niveau réglementaire, donc qui ça effectivement pose souci. Et après, il y a tout un travail qui est fait également donc, sur la partie élasticité prix, qui est intéressante aussi. Voilà. Donc à suivre quand on aura les résultats. Sur le WP4, donc là, vous voyez un peu les différents consortia qui sont étudiés. Donc sur la banane, c'est l'IFBD, donc l'Initiative française pour une banane durable. Le cacao, c'est l'Initiative française pour le cacao durable, donc l'IFCD.
Ecofi, c'est une initiative qui porte sur le café et qui porte également sur la réduction des pesticides au sein de la filière café. CASIC, c'est un consortium qui est sur le riz au Cambodge. Donc ces filières-là, ce sont des filières export avec une partie de produits transformés, mais toutes bien sûr en système monoculture. Et ensuite, en marché local, donc on a le maraîchage donc en Afrique de l'Ouest, pardon, et qui là s'articule autour des SPG et notamment de la démarche bio-ivoire en Côte d'Ivoire. Donc les objectifs qui sont affichés par les différents consortia portent à la fois sur la partie réduction des pesticides, comme on l'a vu, ou durabilité environnementale plus globale. Donc ça concerne tous les consortia. Mais après, il y en a certains aussi qui affichent des objectifs d'ordre sociaux, comme la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants, les respects des droits humains, la répartition de la valeur et la responsabilité partagée dans la filière, et l'amélioration du revenu des producteurs et de leurs familles pour un revenu décent. En ce qui concerne donc le WP5, donc là, déjà, ce qui a été identifié lors des premières réunions avec le comité consultatif sur les points de vigilance pour le plaidoyer. Donc, c'est effectivement il y a plusieurs publics cibles, on va dire. Donc, il y a à la fois les décideurs publics, il y a les bailleurs, il y a aussi les acteurs économiques, et au nord et au sud, donc on n'a pas forcément les mêmes intérêts et les mêmes centres d'intérêt. Donc la question se pose de savoir si on va faire un ou plusieurs plaidoyers. Donc le choix est concerté, comme je vous le disais, avec les partenaires du Sud sur la façon dont on va aborder la stratégie de réduction des pesticides. Et voilà, donc après, il y a aussi tout un travail à faire sur la formation. C'est bon, j'ai fini. Donc en conclusion, donc on a, enfin, avec les différents work packages qui ont été étudiés, donc on a vu quand même qu'il y a beaucoup d'agricultures traditionnelles du Sud qui sont quand même encore peu utilisatrices d'intrants chimiques. C'est sûr que si on regarde des filières monoculture d'exportation, ça ne va pas forcément être le cas, mais par exemple, si on regarde tout ce qui est maraîchage en Afrique de l'Ouest, ce sera un peu plus le cas. Donc tout ça, ça va constituer une base de données pour le savoir-faire agroécologique et les leviers de ce côté-là. Ensuite, donc identifier les fameux leviers techniques pour avoir des solutions agroécologiques. Donc ça, on a vu dans le début du WP2 que c'est pas facile, mais qu'en plus, il faut l'intégrer absolument dans un modèle économique. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on va faire en termes méthodologiques, parce que pour l'instant, on n'a pas de méthodo pour le faire. Et enfin, on a quand même vu des consortia multi-acteurs avec une vraie volonté de favoriser la durabilité des systèmes de production. Donc avec une grande diversité dans la structuration de ces consortia. Il y a à la fois des producteurs, il y a des distributeurs, il y a la recherche, il y a des transformateurs dans le cas du café et du cacao. Mais tous donc, ont quand même un affichage de réduction des pesticides. Et donc, on a différents leviers d'action avec ces consortia, avec différents points d'entrée que sont l'ensemble des acteurs qui sont présents. Voilà, merci. Merci Anaïg. Je vais inviter les deux autres oratrices à nous rejoindre sur l'estrade. Avant de prendre les questions sur Avignon, on va laisser la parole à Angers, mais gardez vos questions au chaud. Donc, Angers, est-ce que vous êtes en connexion avec nous ? Oui, on est connecté. J'attends juste de savoir s'il y a des questions dans la salle. Il y a une question. Bonjour, rebonjour. Ça serait une question pour Hélène Brive. Par rapport à ce que vous nous avez présenté en termes d'impasse technique lié au modèle économique, est-ce que vous avez identifié des leviers justement pour changer les choses ou pas ? Question difficile.
disons que ce que je peux dire, c'est que ce qu'on peut voir, c'est que on ne peut pas justement identifier un levier qui peut être une solution. Il faut, d'abord, ça ne peut être qu'une combinaison de leviers et surtout qui s'attaque à l'ensemble du système, en fait. C'est ça. En gros, c'était ça le message qu'il y a derrière la notion de verrouillage socio-technique. C'est qu'on ne peut pas déverrouiller le système en changeant juste un truc du système, quoi. Juste un des éléments du système. Et ce que je disais sur la moindre efficacité de toutes les solutions alternatives au phyto, quand je dis ça, c'est dans le cadre de ce système-là. Justement, si on ne bouge pas le système, l'ensemble des relations du système, alors on est dans une situation d'impasse technique, parce qu'il n'y a aucune solution technique, magique, qui peut déverrouiller le système. Il faut s'attaquer à plusieurs relations dans le système, en fait. Et du coup, ça ne peut venir que des acteurs du système. Pardon. Du coup, l'idée, c'est si vous aviez une baguette magique, vous commenceriez par quoi ? Ça a coupé. Si j'avais une baguette magique... Vous commenceriez par quoi ? Si j'avais une baguette magique qui nous transformerait tous en bisounours, je mettrais autour de la table tous les acteurs du système pour qu'ils puissent discuter et trouver ensemble une solution pour déverrouiller le système. Je ne l'ai pas, je vous le dis tout de suite. D'autres questions ? Il n'y a pas de questions sur Angers. Ok, alors on passe à Avignon. Il y avait des mains levées tout à l'heure. Merci. Gilles Daguibert, technicien, fils de producteur et petit-fils. J'avais une remarque plutôt sur la première présentation, dont les travaux sont réellement intéressants, mais qui, aux yeux des producteurs et d'autres acteurs de la filière arboricole, peuvent souffrir, selon nous, d'une approche un peu plus globale. On le sait, il n'y a pas de paysage sans paysans, on est bien d'accord. Les producteurs organisent déjà leur paysage arboricole dans une logique, on va dire, de gestion des bioagresseurs. Par exemple, à l'échelle des vergers éco-responsables, sur les 37 500 hectares de vergers de pommiers, poiriers, pêches, nectarines, abricots, qui prévoient entre autres l'implantation de haies pour abriter les auxiliaires, c'est 1800 km qui sont déjà en place. Prendre uniquement en compte ces 1800 km, cette dimension reste, selon nous, trop limitante, car au-delà des bioagresseurs, aujourd'hui, on sait que l'implantation du verger et son aménagement dans un contexte géographique et pédoclimatique, il y a des priorités. Les producteurs qui sont à côté de moi, là, en 2017, 2020, 2021, ils ont perdu leur récolte à cause du gel tardif, quoi. Donc pour eux, aujourd'hui, une des priorités, au-delà des bioagresseurs, c'est sécuriser la production par un accès à l'eau, mais pas que, mais aussi par un aménagement du verger favorisant la circulation de l'air. Autre exemple de ce qui va aussi impacter, on va dire, l'aménagement du paysage, l'agrivoltaïsme. On le voit là, en ce moment, ils font tous le buzz, aussi TV et autres. Le gouvernement a mis en consultation depuis le 22 novembre sa stratégie pour l'énergie et le climat, qui doit déboucher en 2024 sur une loi de programmation ambitieuse qui doit graver dans le marbre l'avenir énergétique du pays, au même titre que le déploiement du parc nucléaire dans les années 70-80. En résumé, 2 paliers ont été fixés: réduire notre consommation d'énergie de 60 à 42% d'ici 2030 et 29% en 2035. Ce qui va pousser l'accélération des énergies renouvelables de 10% en 2030, de 22% en 2035. Concrètement, le texte prévoit de passer le photovoltaïque de 16 gigawatts à 60 gigawatts en 2030 et 100 en 2035. L'agrivoltaïsme, qu'on le veuille ou non, va être un des acteurs significatifs du paysage agricole, avec un impact qui reste encore à évaluer, quoi.
Pour conclure sur cette idée on va dire, d'approche globale, prenez bien conscience que bien d'autres sujets, au-delà des bioagresseurs, vont venir conditionner, impacter le territoire et son paysage. La possibilité et au-delà la nécessité de produire, c'est aussi maintenir en place, comme l'a évoqué Hélène Brive, un tissu socio-économique, mais aussi et surtout une souveraineté alimentaire, pour ne pas être contraint de devoir nous nourrir davantage de fruits et légumes importés qui ne répondent pas au cahier des charges que nous appliquons. Je ne sais pas très bien. En fait, oui. En fait, oui. Non, je suis d'accord. Et en fait, le travail qu'on a fait sur les filets, là, pour voir un peu l'impact des filets sur les dynamiques des bioagresseurs, on se disait que ça serait vraiment intéressant de le faire sur l'agrivoltaïsme quand il y aura plus de panneaux dans le paysage, effectivement, de voir quels impacts ça a à la fois sur ceux qui mettent des panneaux et sur ceux qui n'ont pas de panneaux, d'être entourés par des vergers qui ont des panneaux. Mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Enfin, voilà. Oh, oui. Plus simple, la question que je voulais vous poser tout à l'heure quand vous avez terminé. J'ai pas compris, est-ce qu'au niveau du puceron, vous avez regardé les résultats sur la dynamique des bioagresseurs, du puceron sous les filets? Oui, alors en j'ai pas dehors présenté. des filets, Oui. voir, parce qu'on est beaucoup, parce que comme vous disiez, moi j'ai beaucoup aimé ce que vous avez présenté, parce que ça correspond exactement au piège dans lequel on est tous. Et quoi? Ouais. Ouais, je peux vous dire, oui, les pucerons. Donc, on a aussi regardé les pucerons sous filet. Donc, en fait, on n'a pas trouvé d'effet d'avoir des filets ou pas sur la quantité de pucerons. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on recense les dégâts en juin. C'est-à-dire, on compte, on prend, je crois que c'est 200 rameaux au hasard sur la parcelle et on regarde la proportion qui ont été attaqués par du puceron. Et là-dessus, on n'a pas trouvé de différence avec ou sans filet. Et par contre, on a trouvé un effet des filets dans le paysage sur les pucerons. Mais alors, sur le puceron cendré, on a trouvé... oh là là, je ne sais plus dans quel sens ça va. Non mais si, je crois que c'est comme le carpeau. C'est-à-dire qu'on a trouvé que dans les parcelles où il n'y a pas de filet, on a plus de pucerons quand il y a plus de filets dans le paysage. En gros, les pauvres producteurs bio qui sont sans filet au milieu d'océans de filets, j'ai l'impression qu'ils accumulent un peu les problèmes, quoi. Je voulais juste faire une remarque sur l'environnement et la diversité autour des parcelles. Pour la cerise, c'est pour nous plutôt un inconvénient qu'un avantage parce qu'il n'y a pas de prédateurs de la drosophile et que si on en a identifié un autre des problèmes qu'on rencontre, c'est l'accès aux prédateurs étrangers et son installation. Il a fallu 5 ans à l'ANSES pour nous donner l'autorisation de faire des lâchers sur le territoire, alors que la drosophile est arrivée les mains dans les poches, elle avait à manger, le couvert était servi, elle s'est installée largement. Et donc ça, c'est un problème réglementaire, mais qu'il faut souligner et qui mériterait une attention particulière pour accélérer les choses. Oui, sur Suzuki. Enfin, moi, j'avais assisté à une thèse à Toulouse sur gestion paysagère pour Suzuki. Et effectivement, il disait que c'était vraiment très difficile parce qu'il y a tellement d'hôtes à Suzuki que... Ouais. Éric Allard, conseiller agricole et arboriculteur. Il y a un sujet que personne ne veut trop parler, c'est par rapport au changement climatique, les nouveaux ravageurs qui arrivent via la Chine, disons l'Asie, comme la punaise diabolique. Nous, dans nos Alpes, on est à la frontière du Popillia japonica, donc le scarabée du Japon qui est en Italie et dans le Valais suisse. Bien sûr, on a des piégeages pour évaluer l'arrivée ou pas de ces ravageurs. On parle de réduction de phyto, tout le monde est d'accord là-dessus, mais on va se préparer à l'invasion de nouveaux ravageurs et personne ne s'inquiète de ça. Et malheureusement, ça sera comme les criquets en Afrique. Donc, moi, j'alerte et je dis que la réduction franco-française des pesticides, je dis bien des mesures franco-françaises, est à sa limite, tout du moins pour les fruits à pépins que je connais bien. On voit l'émergence de beaucoup de nouvelles maladies, notamment sur les fruits à pépins, de black rot, de ramularia,
la punaise diabolique, n'en parlons pas, le scarabée va arriver, et des vieilles maladies qui refont surface ou des vieux insectes qui font surface, puisqu'on n'a plus les moyens où on est en impasse technique. Je pense à l'antonome, je pense à l'oplocample, je pense beaucoup aux feux bactériens. Nous, on est dans un environnement où c'est le contraire, c'est la nature qui pollue nos vergers. Parce qu'il y a beaucoup de plantes réservoirs dans notre milieu. Pour le feu bactérien, ça peut être l'aubépine. Et pour la rouille grillagée, c'est le genévrier. Et on est en impasse technique totale sur ces sujets-là. Voilà ce que je voulais dire. Je peux faire une petite réponse. Ouais, sur punaise diabolique, les filets, ça a l'air efficace, de ce qu'on a vu, hein, juste pour vous dire. Mais c'est sûr qu'il y a des réservoirs dans les éléments semi-naturels. Voilà, on est d'accord. Hein, et feu bactérien aussi, il faut bien choisir ce qu'on met dans les haies, c'est clair. Mais, ouais, pardon. Juste, je complète ma réponse et après je vous dis, mais en fait, quand même, il y a l'idée que si on a un bon pool d'auxiliaires de prédateurs généralistes quand même dans les paysages, probablement que les nouveaux arrivants, ils auront un peu plus de mal à s'établir que si on est dans des endroits où ils n'ont personne qui les attaque. Voilà, c'est un peu la philosophie. Mais ça a des limites sur certains, hein, je suis d'accord. Mohamed me dit que je peux parler de la plateforme de biosurveillance, épidémiosurveillance, mais alors là, je ne suis pas compétente. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut en parler. Oui, Bertrand, bon, moi je voulais intervenir, question à Hélène Brive, sur l'étude socio-éco. Vous êtes passé rapidement ou je ne sais pas, où j'ai zappé quelque chose. En fait, il me semble quand même qu'il manque un compartiment important, qui est peut-être d'ailleurs un des éléments, un des fragments de la baguette magique, c'est le consommateur. En fait, il me semble que sur le territoire étudié, vous n'avez pas approché ou vous ne nous l'avez pas présenté, en fait, quelle est la perception en fait, des consommateurs. Alors effectivement, on a bien compris que le centre, c'était la coopérative et que l'essentiel du débouché ou des débouchés, c'était la GMS. Donc, qui dit GMS dit pas forcément consommation locale, circuit court, etc. Mais il me semble intéressant, ou il aurait été intéressant, mais vous l'avez peut-être fait, mais je vous laisse la parole là-dessus, pour savoir quelle était la perception. Et on le sait tous, alors c'est vrai que la période n'est pas favorable puisqu'on est en période d'inflation, mais une des portes de sortie, c'est le changement de comportement aussi du consommateur, puisque la modification de pratique, on l'a dit, on l'a revu, on l'a brassé dans tous les sens, et c'est pas nouveau, altère la productivité économique de nos systèmes, donc augmente le coût, hein, concrètement au kilo. Donc je pense que ce volet consommateur, il aurait été intéressant quand même de l'intégrer là dans l'étude. Alors il y était, hein, il était petit en haut à droite et effectivement je n'ai pas insisté sur lui. Je l'ai évoqué juste pour dire que finalement aussi le standard de la belle pomme qu'on retrouve dans les GMS était devenu la norme de la pomme pour les consommateurs. Et que finalement cette norme, elle participe fortement du verrouillage de l'ensemble du système, y compris pour ceux qui ne vendent pas en GMS, mais en circuit court. Effectivement, la zone là, entre Saint-Étienne et Lyon, c'est bon, près de métropole, etc. Il y a énormément de circuits courts, magasins de producteurs, marchés, etc. Mais cette norme du beau fruit, voilà, c'est ça que... Alors, bon, avec des différences, etc. Mais néanmoins, ça reste quand même un facteur bloquant et pas un élément de déverrouillage aujourd'hui, en tout cas. Et du coup, on se pose pas mal de questions sur comment valoriser, alors sur des actions de sensibilisation, de communication, de faire découvrir des variétés différentes, etc. D'essayer d'imaginer des façons de valoriser des catégories qui ne sont pas valorisées, voilà, etc., etc. Mais pour l'instant, c'est pas... le consommateur, il est aussi pris dans le système, il est pas non plus tout puissant, quoi.
On va clôturer la session questions. Désolé, vous pourrez profiter de la pause pour poser des questions supplémentaires. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat étudiant? Non, il n'y a pas de questions dans le chat étudiant, donc on peut passer à la pause. Ok, très bien. Donc voilà, nous avons 15 minutes de pause avec des jus de fruits, des unités expérimentales à déguster.